Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous présenter la sixième partie du cours intitulé Dimensionnement de stations d'épuration de A à Z. Cependant, nous allons voir dans cette vidéo le traitement biologique en termes de principe, de fonctionnement et conception de cette étape de traitement. Nous avons vu précédemment les étapes de pré-traitement et le traitement primaire en termes de principe et fonctionnement et ainsi en termes de conception. Maintenant, lorsqu'on a la pollution de l'effluent qui est trop importante, le pré-traitement physique-chimique et le traitement primaire ne suffit pas. Donc, une épuration biologique est mise en place et cette épuration biologique est réalisée par les micro-organismes qui vont dégrader la pollution. Sachant que ce genre d'ouvrage d'épuration biologique doit être dimensionné avec rigueur. Je vous donne par exemple dans le traitement d'effluents industriels la grande variété de polluants et la variation qui est continuelle de la charge, notamment en fonction des périodes de production, nous offre un effluent qui est de charge très variable. D'ici, vous devez savoir que vous aurez une formation de la flore microbienne qui est à cet effet instable. On passe au rôle de cet ouvrage. Le rôle de cet ouvrage est la dégradation de la matière polluante grâce au développement d'une biomasse bactérienne à action épuratrice. Cet ouvrage permet la dégradation de la pollution carbonée et azotée. Une aération ainsi qu'une agitation est indispensable dans ce type d'ouvrage afin de mettre les bactéries dans des conditions optimales. Le fonctionnement de cet ouvrage consiste au développement de la biomasse dans le but de dégrader la pollution d'un effluent. Et cette étape est effectuée dans un bassin équipé d'un système d'aération. Bien évidemment, il existe des différents types de bassins d'aération et ces types de bassins dépendent du type d'aération, c'est-à-dire dépendent de l'agitation et aussi de l'utilisation. Les principaux problèmes engendrés par cet ouvrage sont principalement le bruit, dû aux projections d'eau de la turbine d'aération. Et pour pallier à ce problème, des systèmes peuvent être mis en place comme des gîtes en béton, en périphérie du bassin ou encore des systèmes d'aération plus silencieux tels que des dispositifs à fine bulle. Nous allons voir maintenant les mécanismes de l'épuration. L'épuration biologique. L'épuration biologique est assurée par un grand nombre de micro-organismes, tels que les plantes, des animaux ou encore des bactéries. Et ces différents organismes utilisent les différents polluants, tels que polluants carbonés, azotés, phosphorés, comme source de nutriments afin de croître et se multiplier. C'est ce mécanisme qui est employé afin d'éliminer la pollution de l'eau. Et il faut savoir qu'il y a deux types de traitements biologiques qui sont utilisés, à savoir la dégradation de la pollution carbonée et l'élimination de matières azotées avec la nitrification-dénitrification. La dégradation de la pollution carbonée est assurée par des bactéries qui sont hétérotrophes. Hétérotrophes, c'est-à-dire qui sont incapables de réaliser la synthèse de sa propre matière organique. Au contraire, elle l'obtient par la nourriture. On a dit alors que la dégradation de la pollution carbonée est assurée par des bactéries hétérotrophes. En présence d'oxygène, les micro-organismes dégradent la matière organique et utilisent de l'oxygène afin de subvenir à ses besoins et produire de nouvelles cellules. On passe à l'élimination de matières azotées avec la nitrification-dénitrification.
La nitrification et dénitrification sont deux étapes permettant l'élimination de la matière azotée qui est contenue dans l'effluent. Comme pour la matière carbonée, les micro-organismes utilisent ces ressources afin de combler leurs besoins et produire de nouvelles cellules. Et si deux étapes sont utilisées, elles sont assurées par des bactéries différentes. Le mécanisme est le suivant. En zone aérobie, des bactéries autotrophes permettent la nitrification de l'azote ammoniacal. Elles utilisent uniquement du carbone minéral comme source de carbone et ne respirent que de l'oxygène. Sachant qu'ils sont de plus inhibés par la matière organique, il est donc indispensable d'effectuer cette phase de traitement après la dégradation de la matière organique. Alors, on utilise ce type de bactéries pour nitrifier l'azote ammoniacal, suivant l'équation suivante. Et les nitrates produits servent à la respiration des bactéries autotrophes de la dénitrification qu'on va voir. En zone anoxie, c'est la dénitrification qui s'opère. En absence d'oxygène, les bactéries hétérotrophes utilisent les nutriments présents dans l'eau, tels que l'azote organique, pour se développer, et leur action peut être résumée avec l'équation suivante. Et cette réaction nécessite un accepteur final d'électrons. Pour cela, il utilise du nitrate pour la respiration. Et cette action conduit à la formation de diazote qui est inerte et la réaction s'opère selon l'équation suivante. Maintenant, pour permettre une bonne dégradation des polluants, il est nécessaire que les bactéries aient l'intégralité des nutriments nécessaires à leur développement. Elles ont besoin principalement de carbone, d'azote et de phosphore dans des proportions de 105:1. C'est-à-dire, pour 100 kg par jour de carbone, il leur faut 5 kg par jour d'azote et 1 kg de phosphore. Lorsque ces proportions ne sont pas respectées, l'effluent est carencé. On parle de carence en nutriments. Donc, on a recours à un ajout d'urée pour combler le besoin en azote et d'acide phosphorique pour le phosphore, à l'aide de pompes doseuses dans le bassin d'aération. Sans cela, la biomasse ne pourrait se développer correctement et le traitement biologique ne serait pas efficace, voire impossible. Nous allons voir maintenant les différents types de bassins d'aération. Notamment, il existe plusieurs types. Et nous allons voir deux types d'ouvrages, à savoir le bassin d'aération classique et le SPR, le réacteur biologique séquentiel. Le bassin d'aération classique est divisé en deux parties distinctes, qui sont le traitement de la pollution carbonée et la nitrification-dénitrification. Dans une très grande majorité des cas, ces deux phases sont réalisées dans un seul bassin. Et cette méthode s'appelle le syncopage. C'est-à-dire, il y aura lieu une alternance des conditions aérobies et anoxiques qui est assurée par un fonctionnement discontinu des dispositifs d'aération. Alors, le bassin est soumis à deux périodes, une première en aérobie et une seconde en anoxie, afin d'obtenir les deux types de bassins. Et sachant que le suivi de l'oxygénation est assuré par une sonde redox et une sonde oxygène. Le SPR, le réacteur biologique séquentiel. Le bassin SPR se dimensionne de manière similaire au bassin d'aération classique. La différence vient de sa fonction puisqu'il assure le traitement biologique des eaux mais également la décontamination. Pour obtenir ce résultat, le bassin est soumis à des périodes de forte agitation, c'est-à-dire aération et nitrification-dénitrification, et des périodes sans agitation pour la décontamination. Ce genre de bassin s'applique pour des effluents qui ne contenant que peu de pollution azotée.
puisque la nitrification des nitrifications reste peu efficace. Au vu de la faible quantité d'azote présente dans l'effluent, qui est associée au faible volume de rejet journalier, un bassin d'aération de type SBR semble la meilleure approche tant que de point de vue technique et économique. Ce type de bassin permet également de nous affranchir de la recirculation des boues, mais engendra bien évidemment un suivi et un pilotage de l'installation plus important afin de maintenir une concentration correcte des boues dans l'ouvrage. Maintenant, la deuxième partie de ce cours, il s'agit du dimensionnement du bassin biologique. Le dimensionnement d'un bassin biologique revient à déterminer son volume, l'âge des boues présentes dans l'ouvrage et la taille de l'aérateur, à travers la quantité d'oxygène nécessaire à la dégradation de la matière organique et de l'azote. La détermination du volume d'un bassin d'aération dépend principalement de deux critères, à savoir la charge de polluants en entrée en termes de DBO5 et DCO, demande biologique en oxygène et demande chimique en oxygène, et la charge volumique appliquée. Il représente la pollution journalière par mètre cube d'effluent dans le bassin et il s'exprime en kg de DBO5 par mètre cube par jour. C'est cette charge volumique qui va nous permettre de déterminer le volume du bassin d'aération. Il nous suffit de fixer la charge qui est souhaitée. La charge volumique dans le bassin peut prendre plusieurs valeurs. Elles sont définies dans ce tableau qui présente les différentes charges volumiques et leurs degrés. Et la détermination du volume des bassins d'aération s'effectue à partir de ces critères. Et dans le domaine de l'épuration d'effluents industriels, par exemple, on pourrait utiliser la charge volumique en aération prolongée afin de minimiser la production de boue et d'obtenir un bassin d'aération qui est capable de gérer les augmentations de charge. Maintenant, on va voir plus en détail les critères de dimensionnement du bassin biologique, ses caractéristiques, comment les calculer, et voir aussi la définition de chaque caractéristique. On va commencer avec la charge polluante, à savoir que la charge polluante, c'est le produit du débit par la concentration. Il ne faut pas oublier de maintenir les unités identiques. Voici un exemple pour bien comprendre. On a une concentration en matière de suspension de 300 mg et un débit de 100 m3 par jour. Donnera un flux de matière en suspension. Ici, on a la concentration en matière en suspension qui est 300 mg par litre, qui est également 300 g par mètre cube, qui est également 0,3 kg par mètre cube. Ce qui donne un flux ou charge polluante qui est égale à 30 kg par jour. La charge organique de la station. C'est le rapport de la pollution reçue sur la capacité nominale de la station et s'exprime en pourcentage du flux nominal en DBO5. Comme exemple, on a une station de capacité nominale de 1000 kg DBO5 par jour, reçoit une charge en pollution de 300 kg par jour, ce qui donne une charge organique qui est égale la charge polluante divisée par la capacité nominale 1000 kg DBO5 par jour, ce qui donne 30%. Le rendement épuratoire de la station. C'est le rapport de la pollution éliminée dans la station sur la pollution reçue. Elle définit les performances de la station. Comme exemple, on a une station qui reçoit une charge en matière en suspension de 200 kg par jour. Elle rejette une charge de 10 kg par jour,
Le rendement épiratoire sera, dans ce cas, 95%. La charge hydraulique de la station, c'est le rapport du débit reçu sur la capacité hydraulique nominale de la station. Elle s'exprime en pourcentage de la capacité nominale. Comme exemple, on a une station de capacité nominale de 1000 m3 par jour reçoit un débit de 200 m3 par jour. La charge hydraulique sera 20%. La charge massique. La charge massique, c'est le rapport de la charge en dBO5 reçue sur la quantité de boue présente dans le bassin d'aération, ou tout simplement la nourriture, le rapport de la nourriture et la boue, qui est égal en termes d'unité, kg de dBO5 reçu sur kg de MVS, matière volatile sèche, du bassin d'aération. Sachant que Cm caractérise l'équilibre biologique du traitement. Voici la relation plus en détail. La charge massique égale, ici le débit prime qui est égal le débit de pointe plus le débit de recyclage, multiplié par L0 bien LO, qui renseigne sur la dBO5 à la rentrée du bassin biologique, divisé par le produit du volume des réacteurs et la concentration des solides en suspension. On a comme exemple une station équipée d'un bassin d'aération de 5150 m3 avec une concentration en boue activée de 4,3 g par litre et un taux de MVS. MVS, c'est-à-dire matière volatile en suspension. Elle représente la biomasse présente dans l'effluent. Elle est calculée comme une fraction des MES. Ou tout simplement, MVS, c'est la matière active des boues. Et un taux de MVS de 75%, cette station reçoit une charge polluante de 1000 kg de dBO5 par jour. Donc, on a Cm qui est égal, la charge polluante divisée par la quantité de boue qui est égale le volume du bassin multiplié par la concentration en MVS. Voici l'application numérique, ce qui donne une charge massique qui est égale 0,06 kg dBO5 kg MVS par jour. Voici ce petit tableau qui résume les différentes valeurs de charge massique selon le cas de procédé qu'on a, soit une station à faible charge ou station moyenne charge ou bien forte charge. On passe au calcul du taux de recyclage des boues. À savoir que R, petit r égale X, c'est la concentration des solides en suspension de le réacteur, divisé par XR, c'est la concentration des boues recyclées, moins X. Ou bien, on peut calculer aussi R selon cette relation, soit Q, petit q, c'est le débit de recyclage, et Q', c'est QP plus Q. Calcul du volume du bassin d'aération. Le flux de dBO5 correspond au flux en entrée de bassin biologique et donc en sortie de pré-traitement. Par rapport à la charge initiale, cette étape de calcul nous permet de voir l'influence d'un bon pré-traitement dans la conception d'un bassin d'aération. Et la formule suivante permet de calculer le volume du bassin d'aération, à savoir que le volume du bassin d'aération égale le flux de dBO5 divisé par la charge volumique. On peut évidemment calculer le volume du bassin d'aération suivant la relation suivante, à savoir que Q', voici la relation. Ici, Q' égale débit de conception plus le débit de recyclage. L0, c'est la quantité en dBO5 de l'influent. SCM, bien évidemment, c'est la charge massique. Et X, c'est la concentration des solides en suspension dans le réacteur. On passe au temps de rétention hydraulique ou bien le temps de séjour TS. Le temps de séjour, c'est le temps hydraulique de l'eau c'est le temps de séjour hydraulique de l'eau dans un bassin.
il correspond au rapport du volume du bassin V sur le débit de l'effluent entrant qui prime. Voici la relation TS égale V divisé par Q'. On distinguera bien évidemment le temps de séjour sur le débit moyen 24 heures et celui sur le débit de pointe. Sur le débit de pointe. Voici un exemple pour bien comprendre. On a une station qui est équipée d'un bassin d'aération de 5150 m3, reçoit un débit moyen sur 24 heures de 160 m3 par heure et un débit de pointe de 250 m3 par heure, le temps dans ce cas de séjour, dont le bassin d'aération sera sur 24 heures, c'est 30,2 heures, et sur le débit de pointe, c'est 20,6 heures. Un temps de séjour élevé dans le bassin d'aération permettra une élimination poussée de la pollution carbonée et azotée. Calcul de charge volumique. C'est le rapport de la charge en dBO5 reçue sur le volume du bassin d'aération. C'est le rapport de la charge en dBO5 reçue sur le volume du bassin d'aération. Voici en termes d'unité. Déduire le rapport charge volumique, charge massique pourra nous renseigner sur la quantité de MVS dans le réacteur biologique. Voici un exemple. On a une station équipée d'un bassin d'aération de 5150 m3 qui reçoit une charge polluante de 1000 kg de dBO5. Donc c'est simple, par une application numérique, on trouve CV qui est égal 0,195 kg dBO5 par mètre cube jour. Des charges massiques et volumiques faibles témoignent d'un ratio nourriture et boue favorable à une élimination poussée de la pollution carbonée et azotée. Conception du bassin d'aération. En général, la méthode de conception par charge massique, on aura les éléments de conception suivantes qu'on a déjà vus. Le débit des eaux usées à traiter, Q', la concentration de l'influent en dBO5 et de CO. Les éléments à définir sont alors le volume de réacteur V, le taux de recyclage R, l'excès de boue à éliminer W et la quantité d'oxygène nécessaire pour le bassin d'aération. Ainsi, on doit définir l'âge des boues. Par définition, l'âge des boues représente le temps de séjour des boues dans le bassin d'aération. Et celui-ci est plus important que le temps de séjour de l'eau à traiter du fait de la recirculation des boues décomptées. Il correspond au rapport de la quantité de boue présente en kilogrammes de matière sèche dans le bassin d'aération sur la quantité de boue en excès à évacuer par jour, en kilogrammes matière sèche par jour. À savoir que l'âge de boue grand A égale le volume du bassin d'aération multiplié par C', c'est la concentration des boues activées en kilogrammes matière sèche par mètre cube, divisé par le produit du débit journalier d'extraction des boues, multiplié par concentration des boues en excès en kilogrammes matière sèche par mètre cube. Voici un exemple. On a une station équipée d'un bassin d'aération de 5150 m3. C', la concentration des boues activées, c'est 3 grammes par litre. Et la concentration des boues en excès, c'est de l'ordre de 6 grammes par litre. Le débit d'extraction, 100 m3 par jour, W. L'âge de boue par une application numérique simple, c'est 25,8 jours. Sachant qu'un âge des boues élevé témoigne d'une boue bien développée, ce qui est favorable à une bonne élimination de la pollution. La production de boue. Dans le cas d'effluents domestiques et pour les stations à aération prolongée, on retiendra une production de boue égale de 80% de la charge en dBO5 éliminée, LE. Donc la production de boue égale la charge en dBO5 éliminée multipliée par 0,8. Donc ici P, c'est LE ici, la masse journalière de dBO5 éliminée.
Voici un exemple. On a une station qui reçoit 1000 kg de DBO5 par jour et a un rendement épuratoire de 95% sur ce paramètre. Donc LE égale la charge reçue dans la station, c'est 1000 multiplié par le rendement épuratoire, 0,95, ce qui donne LE égale 950 kg DBO5 par jour. La production de boue, dans ce cas, égale 0,8 multiplié par 950, ce qui donne 760 kg matière sèche. Parlons toujours de la production de boue. La quantité de boue produite par jour est la somme des boues biodégradables et des boues non biodégradables, à savoir que B, la quantité des boues égale B1 plus B2. B2, c'est la quantité des boues non biodégradables. Si on la néglige, et avec la quantité de boue biodégradable qui varie entre quantité de boue en général qui varie avec entre 65% et 75%. On prend donc B1 égale 0,7 fois B. Nous, on veut la valeur du quantité de boue, donc B égale B1 divisé par 0,7. On remplace B1 par leur expression. Donc, on trouve la valeur du quantité de boue qui est égale X fois V divisé par le produit de 0,6 et TR en tonnes de DBO5 par jour. Concernant l'aération du bassin, le dernier paramètre à contrôler dans un bassin biologique est l'aération. En absence d'oxygène, les bactéries aérobies sont incapables de survivre et d'effectuer leur action épuratrice. Il est donc nécessaire de calculer la quantité d'oxygène nécessaire et d'en déduire le type d'aérateur. La quantité d'oxygène nécessaire dans le temps pour un système à bout activé est donnée par cette relation, à savoir que la quantité d'oxygène en kg par jour égale LO moins LE multiplié par Q' moins 1,42 multiplié par le rapport de XV et SRT, le temps de rétention des boues, à savoir que ici on parle de DBO5 éliminé par jour et XV c'est la masse de biomasse dans le système, à savoir que XV égale la concentration en matière volatile sèche multiplié par le volume. Le volume d'air correspondant aussi, la masse volumique de l'air, sachant que la masse volumique de l'air est de 1,29 g par litre, la proportion d'oxygène dans l'air est de 33,2% en poids, le rendement de transfert de l'air est de 20%, et ainsi on détermine l'oxygène en kg par jour et le volume d'air en mètres cubes par jour. Les systèmes d'aération ont un double objectif, à savoir apporter aux micro-organismes des boues activés l'oxygène dont ils ont besoin, provoquer un brassage et une homogénéisation suffisante, donner l'énergie nécessaire pour dissoudre 1 kg d'oxygène, apport spécifique de 1,43 kg d'oxygène par kWh. Or, d'après l'exemple précédent qu'on a déjà vu, on peut déduire le volume d'air par mètre cube par heure par mètre cube du bassin.